Alors oui, donc je suis Manuel Morera, donc comme il l'a dit, je suis professeur à l'université Paris Diderot, qui est pas très loin, là au Grand Moulin. Et en fait, je suis détaché pour la recherche à l'Institut de physique du globe de Paris, qui est dans le 5e arrondissement. Et je suis également responsable d'une équipe de l'Institut de physique du globe qui s'appelle CAGE, pour cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale. Et les objets de nos recherches dans cette équipe essayent de faire le lien entre l'astrophysique, l'astronomie et ce qu'on appelle la géochimie, que je vais vous présenter un petit peu, c'est-à-dire comprendre comment la Terre et son satellite, la Lune, et peut-être même les planètes telluriques, Mars et Vénus, se sont formées, et comment on peut relier ça à la formation du système solaire, puis à la chimie qui a été fabriquée dans les étoiles juste avant. D'accord ? Donc c'est l'objet de l'exposé, c'est de comprendre un petit peu comment tous les éléments chimiques, les molécules et les minéraux que l'on trouve sur Terre ont été apportés sur la planète et comment ils se sont distribués entre les différentes enveloppes de notre planète, l'atmosphère, le manteau et son noyau. Alors donc la question, c'est vraiment d'où viennent les éléments aussi basiques que ici l'uranium que vous pouvez voir ici, ou l'argon qui est un gaz rare, ou même simplement la molécule d'eau. Comment ces éléments ont été apportés sur Terre et par quel mécanisme ils ont été fabriqués. D'accord ? Donc on va reprendre un petit peu une histoire depuis le Big Bang jusqu'à la formation du système solaire. Et pour ça, je vais vous donner un petit peu la démarche scientifique qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la géochimie, d'accord, qui est l'étude des propriétés chimiques des éléments tels que l'argon dont on vient de parler, l'uranium, etc. Les propriétés chimiques vis-à-vis de la formation des planètes, non pas leur chimie au laboratoire, mais la chimie lorsque l'on forme une planète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un élément volatile, donc ça va être un élément qui va plutôt aller dans l'atmosphère, un élément sidérophile, c'est un élément qui va aller dans le noyau par exemple. Donc voilà ce qu'on appelle la géochimie. Alors il y a une variante de la géochimie qui s'appelle la cosmochimie, qui est l'étude des propriétés chimiques des éléments, mais cette fois-ci sur les objets extraterrestres, donc la Lune, les météorites dont on va parler, etc. Alors ici j'ai mis des belles photos, parce que en fait on fait le lien entre tous ces objets géologiques, soit des échantillons extraterrestres tels que le sol lunaire, tel que a été ramené par les missions Apollo, des kilos et des kilos de roches, soit on va prélever des échantillons sous-marins par sous-marin ou avec des bateaux. Ici on voit ce qu'on appelle un pilolavas, un basalte au fond des océans au niveau des dorsales océaniques, soit on récupère des météorites qui nous tombent sur la tête, soit on va chercher sur des volcans des laves qui nous donnent accès à la composition de la Terre avant qu'elle ne fonde pour former ces volcans, ici ces coulées de lave. Donc la géochimie fait le lien avec toutes ces disciplines et l'objet de l'exposé, le plan de l'exposé va être en 3 parties, sont comment on crée les éléments chimiques que l'on a aujourd'hui, où et quand. Deuxièmement, on va regarder ce qui se passe lorsqu'on forme le système solaire, parce que là on va avoir une distribution des éléments qui dépendent des conditions de température lors de la formation du système solaire. Et ensuite, je vais donner un petit aperçu des découvertes récentes sur l'apport des éléments volatiles sur Terre. Alors, ce que j'appelle éléments volatiles pour nous aujourd'hui, ça va être l'eau, le CO2, l'azote ou même les gaz rares, dont je vais parler un petit peu en fin d'exposé. Alors, pour résumer, évidemment, c'est un problème qui peut durer des heures et des heures, mais l'histoire de la formation des éléments chimiques va être décomposée en plusieurs étapes. Ici, vous avez le Big Bang, dont je vais reparler vite fait tout de suite après, où vous allez fabriquer l'hydrogène et l'hélium, les deux constituants qui vont servir de briques pour fabriquer tous les autres éléments chimiques. Ensuite, vous avez une première génération d'étoiles qui va exploser et qui va former des éléments de plus en plus lourds. Là, je vais revenir dessus dans les transparents après. Ensuite, vous avez une deuxième génération d'étoiles qui va elle-même exploser ou faire des géantes rouges, fabriquer des éléments de plus en plus lourds pour fabriquer notre étoile aujourd'hui. Enfin, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil tel qu'on le connaît. Donc tout ce monde a été produit pendant 10 milliards d'années avant la formation du système solaire. Donc c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, la formation des noyaux. Et ensuite, depuis 4,6 milliards d'années, on a des processus plus géologiques qui concernent la fabrication de la Terre, son évolution, la formation de son atmosphère, de ses océans, etc. Alors le Big Bang, je passe vite fait parce que c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans l'exposé, mais globalement le Big Bang, donc c'est il y a 15 milliards d'années, 14-15 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique hydrogène et hélium. Voilà. Moi je vais en rester là aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails de la physique du Big Bang, c'est un petit peu compliqué, et c'est pas très intéressant pour nous aujourd'hui, mais en gros ce qu'on va faire c'est fabriquer 2 atomes
l'hydrogène et l'hélium. L'hélium 4 en particulier, qui est ce qu'on appelle un isotope de l'hélium. C'est l'isotope, c'est un atome qui a un neutron ou un neutron de plus ou un neutron de moins qu'un autre atome. Donc ici, l'hélium va avoir deux isotopes, l'hélium 3, l'hélium 4. Ici, on fabrique essentiellement l'hélium 4 et un petit peu d'hélium 3. D'accord ? Mais ces deux éléments sont le même élément, c'est l'hélium. Et donc, c'est une des briques élémentaires pour fabriquer tous les autres éléments lors de la nucléosynthèse. Et donc, les proportions qu'il faut garder en tête, c'est qu'on fabrique 90% d'hydrogène, 10% d'hélium. D'accord ? On est sur des ordres de grandeur comme ça peut fluctuer un petit peu. Surtout, ça va évoluer au cours du temps. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que la nucléosynthèse dans les étoiles, ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire. Et c'est cette nucléosynthèse, cette série de nucléosynthèses, qui vont fabriquer tous les éléments qu'on connaît du tableau de Mendeleïev. Donc ici, vous avez le tableau de Mendeleïev avec l'hydrogène dont je viens de parler, l'hélium dont je viens de parler, qui sont les deux briques pour fabriquer tous les autres éléments chimiques. Et tous ces éléments en bleu, jaune et rose ont été fabriqués dans les étoiles, dans différents types d'étoiles dont on va parler, soit dans des géantes rouges, soit dans des supernovas. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors les étoiles. Pour simplifier, on va partir d'un nuage de gaz, et dans ce nuage de gaz moléculaire, un énorme nuage de gaz, on va échantillonner un petit bout de ce nuage pour former une étoile. Et là, selon sa masse, elle va avoir deux histoires différentes. Une petite étoile comme notre Soleil va finir sa vie sous forme d'une géante rouge, et ensuite de ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que le gaz va se disperser dans le milieu interstellaire. Et ça va donner ensuite une naine blanche. Les grosses étoiles vont suivre un parcours un petit peu différent, vont devenir une super géante rouge, puis surtout vont finir en supernova, elles vont exploser pour donner, selon leur masse aussi, des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Mais ce qui m'intéresse ici, ça va être ces deux étapes, l'étape de géante rouge et l'étape de supernova. Alors, une étoile comme la nôtre, le Soleil, il va vivre pendant 10 milliards d'années, donc il a vécu déjà la moitié de son temps, il a vécu 5 milliards d'années, il va revivre encore 5 milliards d'années. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est sur ce qu'on appelle la séquence principale, donc c'est un diagramme très classique en astronomie qui donne la température d'une étoile, enfin de la surface d'une étoile en fonction de sa luminosité, c'est pas très important. Ce qu'on appelle la séquence principale, c'est le lieu où toutes les étoiles passent le plus grand temps de leur vie. Et qu'est-ce qu'elles font sur cette séquence principale ? Elles font la fusion de l'hydrogène pour donner de l'hélium 4. Donc l'hélium 4, il était présent au départ, après le Big Bang, mais il continue d'être produit au cours des temps astronomiques pendant des milliards et des milliards d'années dans toutes les étoiles, y compris notre Soleil. Donc qu'est-ce qui se passe en gros ? C'est qu'on prend 4 hydrogènes et on fait de la fusion. Donc on va les rapprocher pour former un deutérium, pour former un hélium 3 et pour finir par un hélium 4. Donc le bilan net dans une étoile, c'est 4 hydrogènes vont donner un hélium 4. Et bon, vous connaissez tous la loi d'Einstein, E égale mc2. En fait, le défaut de masse, c'est-à-dire que 4 hydrogènes, c'est pas tout à fait la même masse que 4 héliums. Et donc cette petite différence de masse donne de l'énergie. Et c'est ce qui donne l'énergie du Soleil. D'accord ? Donc notre étoile, elle fait ça, simplement, 4 hydrogènes donnent un hélium 4. Donc c'est pas très drôle. Ça explique pas tout ce qu'on a sur Terre, les éléments plus lourds, le carbone, l'azote, l'uranium, le thorium ou je ne sais quoi. Donc les étoiles, en fait, fabriquent très peu de choses. Pendant l'essentiel de leur vie, elles fabriquent juste de l'hélium 4. Alors, ce qui est intéressant, c'est la fin de leur vie, parce que c'est là qu'on va fabriquer tout un certain nombre d'éléments chimiques. Alors, une géante rouge, c'est quoi ? C'est quand vous quittez cette séquence principale dont je viens de parler, c'est le lieu où vous fabriquez de l'hélium 4, vous quittez à la fin de la vie de l'étoile, quitter cette séquence principale pour devenir une géante rouge, comme je l'ai dit plus tôt. Et une géante rouge, c'est quoi ? C'est une énorme étoile qui va englober ici les orbites des planètes géantes, donc va devenir énorme. Et il va surtout se passer des phénomènes intéressants pour nous, il va se passer de la fusion nucléaire. Alors un exemple très simple, il y a toute une série de réactions, on va pas faire le catalogue ici, c'est pas très intéressant. Ici vous avez un exemple où vous avez déjà du carbone, par exemple, et vous prenez 2 carbone 12, donc c'est 2 isotopes du carbone, l'isotope majoritaire, et par fusion, vous allez fabriquer ici du magnésium 24. Donc petit à petit, vous partez d'éléments plus légers. Ici, le 12, ça veut dire que c'est un élément léger, et 24, c'est un élément plus lourd. Donc 2 carbone 12 vont donner un magnésium 24. Vous avez d'autres types de réactions. Le carbone 12 peut réagir avec l'hélium qu'on vient de former
pour former de l'oxygène. Et donc vous voyez que petit à petit, vous allez fabriquer des éléments plus lourds par fusion. Donc on partait de l'hélium, on prenait 2 héliums, on faisait un beryllium 8, etc. Puis on prenait 3 hélium 4, on fait un carbone 12, etc., etc. Alors ce processus de fusion nucléaire, il a lieu dans les géantes rouges. Notamment ici, vous avez une structure en pelure d'oignon, c'est-à-dire en couche. Et selon la température, vous allez pouvoir faire tel type ou tel type de fusion nucléaire. Donc, je viens de vous montrer des réactions qui font la fusion du carbone. Donc ici, vous en avez une autre qui donne du néon. Mais plus vous allez aller vers le cœur de la géante rouge, plus vous allez fabriquer des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Donc, qu'est-ce que fait une géante rouge? Elle fabrique tous les éléments chimiques jusqu'au fer par fusion nucléaire. Donc, vous prenez des briques élémentaires, hydrogène, hélium, et puis petit à petit, vous allez faire de la fusion d'éléments jusqu'au fer. Alors, on s'arrête au fer. La raison, elle est physique, c'est que, en fait, l'énergie de liaison par nucléon, ce qu'on appelle la bonding energy en anglais ici, en fonction de la masse des atomes, ici, la masse atomique. Donc, vous allez vers la droite des éléments de plus en plus lourds. En fait, cette courbe en cloche ici vous dit que le maximum d'énergie que vous pouvez avoir pour faire la fusion, le maximum va être au niveau du fer. En fait, vous ne pouvez pas fabriquer par fusion des éléments plus lourds que le fer. En théorie, si j'avais que des étoiles qui faisaient de la fusion nucléaire, je m'arrêterais au fer. Donc j'aurais pas des éléments comme l'uranium, le thorium, le plomb, qui sont des éléments qui sont beaucoup plus lourds que le fer, ici. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'il faut n'est pas compatible avec la fusion nucléaire. Donc il faut trouver un autre processus, et ce processus s'appelle la capture de neutrons. Alors, qu'est-ce que c'est que la capture de neutrons? Dans les réactions nucléaires dont j'ai parlé de fusion, en fait, vous fabriquez des atomes. Ici, vous avez carbone 13 plus hélium 4, donne oxygène 16, plus un neutron. Alors, un neutron, c'est une des briques élémentaires des noyaux des atomes. Ce neutron, il est disponible. Là, il traîne, là, il sert à rien d'autre que traîner. Donc ce qu'on va en faire, c'est le prendre et on va faire ce qu'on appelle de la capture de neutrons. Donc ici, vous avez un atome qui est composé de protons et de neutrons. Et un de ces neutrons va réagir avec le noyau ici, on va faire de la capture, vous avez une probabilité de capture. Et donc vous allez enrichir votre atome ici de un neutron. Donc ça donne un atome excité, c'est pas très grave. Donc ici, ce que signifie ces lettres ici, là, A, X, Z. X, c'est l'élément chimique, donc ça va être le thorium, par exemple, ou n'importe quoi. Z, c'est le nombre de protons. Et A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masses, c'est le nombre de neutrons plus de protons. Donc c'est vraiment la masse de l'atome. Donc puisque j'ai capturé un neutron, j'ai augmenté la masse de l'atome, A plus 1. Donc j'ai augmenté de 1 neutron. Et par contre, j'ai gardé le même nombre de protons qui définit l'élément chimique. Un nombre de protons, ça définit l'élément chimique. Donc ici, j'avais thorium, par exemple. Et là, j'ai toujours thorium. Et ce qui se passe dans la nature, c'est que certains atomes sont radioactifs. Et donc, ils vont se transformer. Et une des radioactivités s'appelle la radioactivité bêta, c'est-à-dire qu'elle transforme un proton en un neutron, ou un neutron en un proton, dans le noyau de l'atome. Ça, c'est une radioactivité naturelle qui se produit avec une certaine fréquence. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cet atome qui est un petit peu enrichi en neutrons, il va pas aimer avoir trop de neutrons. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va se désintégrer en un autre atome qui s'appelle un atome fils et qui dans certains cas est un élément qui est plus lourd. Et donc en gros, ce que vous avez fait ici par capture de neutrons, c'est que vous êtes déplacé dans le tableau de Mendeleïev de une case. C'est-à-dire que j'avais un neutron disponible, j'ai un atome disponible, je rajoute un neutron et il s'avère que s'il est radioactif, je désintègre en un atome plus lourd. D'accord ? Et petit à petit, je vais fabriquer des éléments plus lourds que ceux que j'avais au départ. Alors ici, c'est un diagramme un petit peu pénible à lire, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Vous avez le nombre de protons en Y ici, le nombre de neutrons en X. Et ce que je viens de vous dire, c'est qu'on fait une capture de neutrons. La capture de neutrons, c'est on se déplace vers la droite, puisque je capture des neutrons. Sauf que si j'ai de la radioactivité, je transforme un neutron en un proton, donc je vais remonter vers la gauche, d'accord ? Alors le parcours ici que j'ai mis en beige, je sais pas quelle couleur c'est, marron clair, c'est si je pars de cet atome ici qui est l'iode 127, je lui rajoute un neutron, donc je donne de l'iode 128,
mais celui-ci est radioactif, donc il se désintègre en xénon 128. Et comme ça, je vais enrichir en neutrons, et celui-ci, sur lequel j'ai mon pointeau laser là, il est radioactif, donc je le redéplace vers la gauche et vers le haut, je transforme un neutron en un proton, et je continue comme ça. Et ce processus, en astrophysique, on l'appelle un processus S, pour l'anglais slow, lent. C'est un processus de capture de neutrons qui, petit à petit, on va partir des éléments comme le fer, par exemple, et petit à petit, on va enrichir comme ça, et on va transformer tous les éléments jusqu'à des éléments extrêmement lourds. Ici, vous voyez, on est sur des atomes comme le césium, le lantane, ou même le xénon, qui sont des éléments assez lourds. Par contre, vous voyez ici que j'ai des cases bleues qui ne peuvent pas être expliquées par ce processus, parce que là, ce point ici, systématiquement, il va vouloir aller en haut à gauche par la radioactivité naturelle. Donc ici, je dois faire un autre processus qui s'appelle le processus R, pour rapide, et qui, lui, a lieu dans les supernovas. Qu'est-ce qui se passe dans une supernova? C'est que ça explose, par définition, et j'ai un flux de neutrons qui est extrêmement grand. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme j'ai un flux de neutrons qui est grand, donc ça, c'est les mêmes cases que je viens de dessiner, hein, c'est les mêmes que celles du transparent d'avant, j'ai le temps et j'ai suffisamment de neutrons pour court-circuiter la radioactivité. Et donc, ce qui se passe, si je reviens sur la figure d'avant, c'est que mon processus rapide, quand j'ai beaucoup de neutrons, je vais pouvoir, pendant les durées de vie de cet atome qui a 25 minutes de demi de vie, hein, il peut vivre quelques heures, en gros, j'ai suffisamment de neutrons disponibles pour fabriquer celui-ci, par exemple. D'accord? Donc je peux passer cette étape. Mais ça, je peux le faire que dans les supernovas. Et ça s'appelle un processus rapide, R. Et donc ici, on a une petite animation qui vous montre ce qui se passe. Donc ici, vous avez le même diagramme, hein, c'est le nombre de neutrons, le nombre de protons. Et sauf que ici, c'est zoomé sur une bien plus grande échelle que les transparents d'avant. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez fabriquer des éléments qui sont riches en neutrons dans les supernovas. Donc c'était le début de la courbe avant qu'elle ne rebascule vers la gauche. Et ensuite, tous ces éléments étant radioactifs, ils remontent vers la courbe normale des éléments chimiques. Tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev sont sur cette courbe ici, là. Ce processus de supernova, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique tous les autres isotopes que j'avais pas pu fabriquer ni par fusion, ni dans les géantes rouges. C'est tous ces éléments bleus ici, qu'on appelle des isotopes riches en neutrons, qui sont des isotopes qui font partie du tableau de Mendeleïev, hein, ce sont des éléments chimiques. Alors, on a fabriqué par fusion tous les éléments jusqu'au fer, et au-delà du fer, tous les éléments les plus lourds sont fabriqués de deux manières, soit dans les géantes rouges en fin de vie, soit dans les supernovas. C'est le même principe, c'est une capture de neutrons suivie de radioactivité qui fabrique tous les éléments de plus en plus lourds. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'ai formé ma géante rouge et qu'elle finit sa vie? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la fin de vie d'une géante rouge, c'était ce qu'on appelait une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire c'est la mort de l'étoile. En gros, le gaz va se disperser dans le milieu interstellaire. C'est ce qui donne ces belles images en astronomie, hein, qui sont sympas pour les exposer. Et ici, j'ai une autre image qui est un petit peu moins jolie, mais qui explique aussi ce qui peut se passer. Ici, vous avez votre enveloppe de gaz qui s'expand. Et dans cette enveloppe de gaz, vous avez tous les éléments chimiques dont je viens de parler. Le carbone, le fer, le xénon dont je viens de parler, le barium, etc. Tous ces éléments qui ont été fabriqués dans l'étoile. Mais évidemment, comme vous êtes en expansion, vous allez refroidir. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez former des petits grains, des condensats. Et ces petits grains, ils font quelques nanomètres, hein, ils sont vraiment très petits, sont des condensats et récupèrent une partie des éléments chimiques qui étaient disponibles. Donc ici, vous avez dans cette enveloppe de gaz, vous avez du gaz, hydrogène, hélium et peut-être du néon ou des choses comme ça, plus des tas de petits grains qui sont des condensats. Alors ça peut être des grains de carbone, hein, de graphite ou de diamant, ça peut être des minéraux qu'on appelle des spinels ou des choses comme ça. Mais tous ces petits grains vont contenir tous les éléments chimiques qui ne sont pas des gaz. Alors vous avez la même chose dans les supernovas, c'est-à-dire que lors de l'explosion de la supernova, vous allez refroidir le gaz et vous allez former des petits grains. Ici, vous avez une échelle, c'est quelques microns. Donc c'est des tout petits grains
qu'on va récupérer, c'est pour ça que je vous en parle un petit peu, on va les récupérer, on va en récupérer une partie lors de la formation du système solaire et on les retrouvera dans les météorites. Alors, tout ce qui se passe depuis 15 milliards d'années, pendant 10 milliards d'années, mais avant la formation du système solaire, donc depuis 15 milliards d'années, c'est de remettre tous ces éléments gazeux ou ces petits grains, on les remet dans ce qui s'appelle le milieu interstellaire. Donc en fait, c'est une espèce de grosse tirelire dans laquelle on remet tout ce qui a été fabriqué. Donc c'est un pot commun dans lequel on va reprendre un petit peu plus tard un fragment ici pour refaire une autre étoile qui elle-même va recycler le matériel un certain nombre de fois. La composition est très simple de ce milieu interstellaire, je vous ai fait un petit camembert tout bête, c'est de la même manière que tout à l'heure de l'hydrogène, de l'hélium, et tout le reste c'est des poussières, et ces petites poussières dont je viens de parler, c'est les condensats qui sont recyclés dans le milieu interstellaire. Ces petites poussières, fait à peu près 1% en masse, contiennent tous les éléments du tableau de Mendeleïev, le reste étant du gaz. Alors, la chose intéressante, et c'est des thématiques de recherche qui sont en cours et qui sont très compliquées parce qu'évidemment il faut avoir accès à des grains comme ça, mais ce qu'on pense actuellement, c'est que ces petits grains-là, dont je viens de parler, ils sont recouverts d'une petite couche de gaz qui s'est condensée, qui s'est absorbée dessus, parce qu'on est dans des zones très froides, il fait quelques Kelvin. Donc en fait, tout ce qui va se passer, c'est que par exemple la vapeur d'eau, ou l'eau, ou les glaces de CO2 ou de méthane, etc., vont se positionner autour de ce grain pour faire ce qu'on appelle un coating en anglais, une couche, autour de ces petits grains. Donc en gros, vous allez avoir du gaz, hydrogène, hélium, des petits grains, j'ai pris cette image, c'est du graphite ou ce qu'on appelle des silicates, c'est des minéraux à base de silicium et d'oxygène, le quartz par exemple, alors là ce ne sera pas du quartz, mais le quartz est un silicate, et autour de ces petits grains réfractaires, ce qu'on appelle réfractaires, vous allez avoir des couches atomiques de carbone, d'azote, probablement de xénon ou d'autres éléments volatiles. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là que commence la chimie de la matière organique. On pense qu'autour de ces petits grains, vous avez donc vos carbones, vos hydrogènes, qui ne sont pas sous forme d'hydrogène, mais qui sont dans l'eau, par exemple. Le méthane ici. Dans ce milieu-là, vous avez des rayons cosmiques de très haute énergie, vous avez de la lumière, des UV, et vous allez pouvoir faire des petites réactions chimiques qui vont faire passer vos molécules toutes simples d'eau ou de CO2 ici, vers des molécules organiques de plus en plus complexes. Et donc en fait, vous allez avoir une chimie qui se déroule dans les nuages interstellaires. Et ce qu'on verra, c'est que ces nuages interstellaires qui seront échantillonnés plus tard par le système solaire récupèrent cette chimie organique et probablement on la retrouvera dans les comètes. Donc le milieu interstellaire, c'est pas un truc qui est inerte, c'est pas un milieu inerte chimiquement, c'est un milieu qui est actif et qui favorise la formation de molécules de plus en plus complexes. Et donc si on fait un petit résumé de ce parcours des éléments chimiques, vous avez des nuages de gaz dans lesquels vous formez des étoiles. Ces étoiles, on va y revenir dans le cas du système solaire, font des réactions nucléaires. Vous avez autour de ces étoiles des planètes, on y reviendra. Ces étoiles, à la fin de leur vie, forment des géantes rouges qui réexpédient une partie du gaz qui était disponible et des nouvelles poussières avec des éléments chimiques de plus en plus lourds. Les supernovas font le même travail et tout ce monde-là est recyclé dans le milieu interstellaire et puis on recommence le cycle quelques fois. D'accord ? Et progressivement, on va fabriquer des éléments de plus en plus lourds, de plus en plus nombreux. Si on attendait encore 100 milliards d'années, peut-être qu'on n'aurait que de l'uranium ou des choses comme ça. Bon, on a encore un petit peu de temps. Pour le moment, on n'est encore qu'à 3 ou 4 étapes de formation d'étoiles comme ça. D'accord ? Vous voyez bien que le Soleil, il va vivre 10 milliards d'années, donc l'âge de l'univers étant 15 milliards d'années, on est sur des ordres comparables. Les premières étoiles vivaient moins vieux. Alors, une fois qu'on a ce stock d'éléments chimiques, c'est là que le géologue ou le géochimiste commence à travailler un petit peu. Donc on a ce nuage de gaz qui est composé de tout ce qui a été fabriqué auparavant, dans les premières générations d'étoiles. On va prendre un petit bout de ce nuage, on va le contracter, on va commencer à former un système solaire, enfin c'est pas encore un système solaire parce qu'il n'y a pas de planète, mais ça va être ce qu'on appelle un disque d'accrétion.
Et cet objet va se contracter, la température va augmenter, la densité va augmenter évidemment, puisque vous contractez tout ce monde-là. Ça va tourner, c'est l'effet du danseur en fait, hein, qui ouvre ou qui ferme les bras. Donc ça va tourner, ça va s'aplatir, et petit à petit vous allez former, ça je vais y revenir, des petites planètes, puis des grosses planètes, etc. Alors, si je fais un petit zoom, et ça on reviendra dessus parce que c'est un diagramme qui est intéressant pour comprendre pourquoi on va avoir deux populations d'éléments chimiques, ou de molécules en tout cas dans le système solaire. Là, c'est un zoom de la première étape dont je viens de parler, cette étape-là, de contraction. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du nuage de gaz qui va former le futur système solaire. Et c'est pour ça qu'ici, on appelle ça la proto-soleil, proto-sun. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous avez un disque qui se forme de gaz et de poussière, et ce disque va, la plupart de la matière va tomber vers l'étoile. On va fabriquer l'étoile. L'essentiel de la masse du système solaire va être dans l'étoile. Donc j'ai une partie du matériel qui arrive comme ça par l'extérieur, et puis qui plonge vers l'étoile. Et en fait, comme ça tourne, il y a une petite partie du matériel qui arrive vers l'extérieur, là, qui repart vers l'extérieur. Donc ça va être intéressant parce que ce matériel froid ici, il va directement aller dans les zones extérieures du système solaire. Ce sera les futures comètes. Et par contre, tout ce qui se passe à l'intérieur va se réchauffer, et on verra ce qui se passe lorsqu'on réchauffe tout ce matériel. Alors un petit film aussi qui vous montre ce qui se passe après. Une fois que j'ai formé ma crêpe, là, mon disque d'accrétion, ça tourne, petit à petit le gaz disparaît, il s'évapore en fait. Une partie du gaz se retrouve dans les planètes géantes, et au fur et à mesure que le gaz disparaît, on a ce qu'on appelle un disque de débris qui est formé que de poussière et de petits grains, de silicates ou d'éléments comme ça. Et puis on voit pas très bien ici, puis vous formez ensuite les futures planètes, la Terre, Mars, Vénus, etc. Alors pour vous donner un ordre de grandeur des phénomènes auxquels on s'intéresse ici, vous avez une échelle de température en Kelvin, donc de température très froide, quelques Kelvin, 10, 20 Kelvin, jusqu'à des températures de 1500, 1600, 1700 Kelvin. Donc des températures très élevées qui suffisent à être tout le temps sous forme de gaz. Ici, vous allez avoir des glaces, basse température. Ici, vous allez avoir un gaz très chaud, dans lequel il ne va rien avoir, à part tous les éléments vont être sous forme gazeuse. Donc ici, vous avez deux profils. Le premier, ici à gauche, c'est un zoom de l'intérieur du système solaire, entre 0 et une ou deux unités astronomiques, donc c'est autour de la Terre, hein, la distance Terre-Soleil. Et ici, vous avez les couleurs qui reflètent les températures. Donc vous voyez que dans les zones internes du système solaire, vous êtes à des températures de 800, 900, 1000, 1200 Kelvin. Donc des températures très élevées. Et par contre, ici, vous avez une échelle qui est un petit peu étendue, où vous allez à 20 ou 30 unités astronomiques, donc vous êtes quand même là sur des distances un petit peu plus loin. Vous voyez que les températures restent froides, on est sur quelques dizaines de Kelvin. Et c'est ce gradient de température ici qui explique la chimie qu'on va retrouver entre la Terre, par exemple, ou Vénus, et les planètes géantes, ou même les planètes naines comme Pluton, par exemple. Et le fait qu'on ait des températures très élevées proches du Soleil va favoriser des éléments qui résistent très bien à la température, alors que dans les zones les plus froides du système solaire, on va garder des glaces d'eau, mais pas seulement, des glaces de méthane. Et donc, ça explique pourquoi, à l'extérieur du système solaire, on est plutôt sur des planètes géantes, parce que là, on est sur des températures plus froides, donc on va pouvoir capturer beaucoup plus de gaz, et on va fabriquer, ici Jupiter, Uranus, Neptune ou Saturne. On est dans des zones un petit peu plus froides, à quelques dizaines d'unités astronomiques, là, comme tout à l'heure. Alors, le géologue, il s'intéresse pas aux planètes géantes, il s'y intéresse comme ça, mais c'est pas son objet d'étude. Lui, ce qu'il va regarder, c'est ce qui se passe dans les zones internes du système solaire, parce qu'il veut expliquer comment on fabrique la Terre. Donc lui, il va regarder ce qui se passe entre 0 et 2 unités astronomiques. Et pour ça, il a la chance d'avoir quoi? Il a la chance d'avoir des objets qu'on appelle des météorites, qui sont les témoins de ces premières étapes du système solaire. Alors ces météorites, on va en reparler un tout petit peu, ce sont des objets, par définition, qui nous tombent sur la tête. Ce sont des objets qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, je vais en reparler un tout petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les témoins de premières étapes de fabrication de petites planètes du système solaire. Alors,
L'idée qu'on a de l'évolution du système solaire pour fabriquer des planètes, c'est on part de petits objets, de petits astéroïdes, là, qu'on appelle des petits corps, et par accrétion, vous allez en fabriquer des plus gros, plus en plus gros, donc on ne prête qu'aux riches. Vous allez fabriquer des objets de la taille de quelques dizaines de kilomètres, et puis vous allez les faire entrer en collision pour fabriquer des objets quelques centaines de kilomètres. Et ensuite, vous allez attaquer une phase de l'accrétion des planètes, de la formation des planètes, qui est une phase d'accrétion par impact, qui va fabriquer ce qu'on appelle des embryons planétaires. Comme vous avez ici, Mars, on pense que c'est un embryon planétaire. Donc c'est des objets qui sont déjà composés de plusieurs couches, sur lesquelles je vais revenir, un manteau silicaté, un noyau de fer et de nickel. Mais le processus prend un certain temps, il va prendre quelques millions d'années, parce qu'il faut prendre des petites poussières, en fabriquer des petits cailloux faire des petits rochers, des petits rochers faire des gros rochers, et de gros rochers faire des petits planétésimaux, et des petites planètes, ce qu'on appelle des planétésimaux, et de plus en plus gros comme ça. Et ce processus jusqu'à la Terre, ça va prendre 50 à 60 millions d'années. Pour fabriquer Mars, il faut 2, 3, 4 millions d'années, c'est plus rapide parce que c'est plus petit, c'est un dixième de la masse de la Terre. Mais pour fabriquer une planète comme la Terre, il va nous falloir à peu près 50, 60 millions d'années. Parce qu'il faut faire rentrer en collision tous ces gros objets ici. Alors, les météorites, d'où viennent-elles ? La plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes. Vous avez une série d'objets ici qui rentrent en collision les uns avec les autres, et puis de temps en temps qui éjectent un caillou et qui arrivent sur la Terre. Alors vous avez des météorites qui viennent de Mars aussi, j'en parlerai pas. C'est pas impossible qu'on ait des toutes petites météorites, qu'on appelle des micrométéorites, qui viennent d'un petit peu plus loin, qui viennent de la ceinture de Kuiper par exemple, ou de comètes. Mais l'essentiel des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette ceinture d'astéroïdes ? Maintenant on en a une bonne vision grâce aux missions spatiales. Vous avez des objets comme ça qui font quelques centaines de kilomètres, ou plus petits. Ici vous avez un petit objet qui s'appelle Vesta, dont on pense qu'on a quelques météorites qui s'appellent les HED, sous-catégories de météorites qui viennent de la surface. Ici, vous voyez, tous ces petits cratères sont des impacts qui ont eu lieu, qui ont pu éjecter un petit fragment comme ça qui est arrivé sur Terre quelques millions d'années après. Vous avez là, par exemple, Cérès, qui est le plus gros des astéroïdes, sur lequel vous avez encore ici des traces d'hydrothermalisme avec de la glace, d'eau ou des choses comme ça. À ma connaissance, on n'a pas de météorite de cet objet-là, ou enfin, en tout cas, on ne pense pas. Mais vous voyez, ça c'est un gros objet, 10% de la masse de la ceinture d'astéroïdes. Puis vous avez des petits objets, espèces de patates là, qui sont des objets de quelques centaines de mètres. Donc on a toute une série d'échantillons, et de temps en temps, on récupère un petit fragment de cette ceinture d'astéroïdes, et c'est ce qu'on appelle une chondrite. Alors pourquoi on appelle ça une chondrite ? Parce que ces petites billes ici que vous voyez, ici vous avez un fragment qui est en 3D, qu'on voit sortir de la météorite. C'est une petite bille de silicate, et ça s'appelle un chondre, et donc là on appelle ça une chondrite. Alors pourquoi on pense que ces objets sont les objets les plus primitifs du système solaire, c'est-à-dire ceux qui ressemblent au matériel de départ ? C'est parce que si vous regardez l'abondance des éléments chimiques dans ces chondrites, en fonction de celle du Soleil, on voit qu'elles matchent, enfin qu'elles se ressemblent parfaitement. Et donc en fait, ce petit bout de météorite ici, si je le mettais sous forme de gaz, j'aurais la composition du Soleil moins l'hydrogène et l'hélium. Cette petit bout de météorite ici, que j'appelle une chondrite, c'est un petit bout de Soleil, mais qui est sous forme de minéraux plutôt que sous forme de gaz. Sauf les éléments comme l'hydrogène et l'hélium qui sont très gazeux. Alors qu'est-ce qu'on a dans ces météorites ? Dans ces chondrites, une chondrite c'est simple, entre guillemets, c'est des petits chondres, ou des chondrules, des petites billes de silicate, dans les fameux silicates dont j'ai parlé. Alors ici, c'est pas du quartz, ça va être ce qu'on appelle de l'olivine ou du pyroxène, donc des silicates avec du magnésium, du silicium et de l'oxygène. Vous avez de la poudre ici, qui est une espèce de matière organique, qui contient des molécules organiques plus ou moins avancées. Vous avez des inclusions d'aluminium et de calcium. Alors je vais vous montrer tout de suite après pourquoi c'est intéressant. Ces inclusions d'aluminium et de calcium nous donnent l'âge du système solaire. Ce sont les plus vieux objets, alors ça fait quelques millimètres, ce sont les plus vieux objets formés dans le système solaire. Et pour nous, l'âge de référence c'est 4,567 milliards d'années. L'âge de ces petits objets a été daté,
ce sont les premiers solides qui sont formés dans le système solaire. Donc on partait d'un gaz d'hydrogène et d'hélium, du calcium, de l'aluminium, tout ça sous forme de gaz. Et puis à un moment donné, vous allez former des petits minéraux comme ça. Ici, ça peut être Al2O3 par exemple, pour un don, Al2O3, un petit minéral d'aluminium et d'oxygène. Et puis, ce que vous retrouvez, c'est les petits grains dont j'ai parlé dans les enveloppes de supernova et de géants rouges. Ces petits grains qu'on appelle des grains présolaires, ce sont tous les petits grains qui ont été incorporés dans le milieu interstellaire et qu'on retrouve en partie dans les météorites. Alors c'est tout petit, c'est quelques microns, mais on est capable de les distinguer parce qu'ils ont des signatures géochimiques un petit peu atypiques, hein, ça sort un petit peu du lot. Et donc on retrouve ces 4 composants dans une météorite, des condres, les premiers solides formés dans le système solaire, une matière organique, et puis des grains présolaires qui ont été récupérés. Alors cette matière noire, là, la matière organique, bon, pour les spécialistes, vous pouvez regarder un petit peu, vous avez des molécules qui peuvent évoluer, des acides aminés, une série de matières organiques, de molécules et de matières organiques. Je reviens sur mon petit schéma de tout à l'heure, où j'avais ici la distance au Soleil, ça c'est une coupe dans le plan du disque d'accrétion, et des températures qui étaient élevées, ici. On était autour de 1200, 1500 Kelvin, 1600 Kelvin, si vous êtes vraiment très proche du Soleil. Donc, tout ce qui se passe dans cette zone-là va être un processus de très haute température. On va être sur donc je vous ai dit, des températures de 1500, 1600 Kelvin. Et à un moment donné, évidemment, je vous ai dit, le gaz disparaît, hein, donc petit à petit, ce milieu-là va refroidir. Donc on va être dans une phase très chaude, et puis on va refroidir le gaz. Et lors de ce refroidissement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la séquence de condensation. Vous allez partir sur des températures très élevées ici, 1700 Kelvin, et les premiers minéraux qui vont se condenser, c'est comme des gouttes d'eau hein, sur les vitres, vous allez, en diminuant la température, vous allez condenser des minéraux, et ce qu'on appelle la séquence de condensation, c'est la suite de minéraux qui sont formés lorsque la température diminue. Et ces éléments qu'on retrouve en haut sont ce qu'on appelle des éléments réfractaires, hein, c'est ce qu'on met dans les fours par exemple. Et bien ici vous avez votre corindon dont j'ai parlé tout à l'heure, Al2O3, qui est le premier minéral qui va se condenser dans un gaz très chaud. Et c'est pour ça que ces petites taches blanches ici qu'on appelle les inclusions réfractaires sont les premiers minéraux à se former dans le système solaire. Alors il existait des minéraux avant, hein, ce sont mes grains présolaires, mais lorsque j'ai tout remis sous forme de gaz et que je refroidis la température, je vais former, il y a 4,567 milliards d'années, mes minéraux à base d'aluminium, de calcium, de titane. Ce sont les premiers minéraux, ce sont ces taches blanches ici. Ensuite, je refroidis et je vais former des silicates, Mg2 et SiO4, etc., l'olivine. Je vais former d'autres minéraux, des pyroxènes, sous différents noms, hein, spinel par exemple ici. Et ensuite, je vais refroidir de plus en plus pour former des minéraux de moins en moins réfractaires. Ce filtre-là, c'est un filtre extrêmement important lors de la formation des planètes, en tout cas des planètes telluriques. Parce qu'évidemment, plus vous êtes près du Soleil, plus vous êtes chaud, plus vous allez former ces minéraux-là plus tôt, et plus vous éloignez un petit peu du Soleil, plus vous allez tendance à avoir des températures plus basses et former plus de minéraux de ce type. Et donc, si j'avais un stock d'éléments chimiques communs, avec la distance au Soleil, je vais faire un fractionnement, je vais séparer les éléments chimiques en fonction de leur température de condensation. Et c'est pour ça que lorsque je vais être près du Soleil, je vais plutôt être riche en ces minéraux-là, et plus loin du Soleil, évidemment, je vais être plutôt riche dans des glaces ou des choses comme ça, ou des minéraux de plus basse température. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple, évidemment, parce que le milieu est plutôt turbulent. Et donc, ce qui se passe en pratique, c'est que vous formez des minéraux près du Soleil, mais comme le milieu est turbulent, vous avez des fois du recyclage, hein, du transport de ces minéraux vers des zones un petit peu plus loin. Et là, vous mélangez vos grains réfractaires, vos condres dont je viens de parler, qui sont des silicates, avec une matrice et des grains présolaires. Ce monde-là est turbulent, hein, donc vous avez du mélange. Et la chondrite dont j'ai parlé, qui représente la composition du Soleil, en fait, c'est un mélange de tous ces petits composants que j'ai mélangés. Alors, on va revenir aux glaces maintenant. Hein.
J'ai formé des minéraux près du Soleil, donc j'ai séparé les éléments réfractaires, aluminium, titane, calcium, magnésium, le fer, etc. Et là, je vais regarder ce qui se passe dans les zones les plus froides du système solaire. C'est là où je vais avoir des glaces. Alors, les glaces vont avoir deux origines possibles. Soit elles sont formées dans la séquence de condensation à des très basses températures, j'ai refroidi le gaz. Si je reviens sur ma séquence de condensation ici, dès que je refroidis à 200 ou 100 Kelvin, je vais quand même condenser tout ce qui reste, qui étaient des glaces d'eau, des glaces de méthane, d'ammoniac, etc. Mais ce qui peut se passer également, c'est que les glaces dont j'ai parlé, qui étaient autour des petits grains formés dans les enveloppes de supernova ou de géantes rouges, et qui étaient injectées dans le milieu interstellaire, ces petites couches de glace qui étaient autour des grains, en fait, ce qui se passe là, si mon petit grain qui était là avec sa coque de glace, il est réinjecté dans le disque, mais qui part vers l'extérieur, lui, il lui arrive rien. Il n'est pas chauffé, il n'est pas assez chauffé en tout cas pour perdre les glaces, pour qu'elles redeviennent du gaz. Et donc, ce qui va se passer, c'est dans les zones les plus externes du système solaire, je vais probablement récupérer des glaces qui ne sont pas formées dans le système solaire, mais qui sont héritées du milieu interstellaire. C'est pour ça que nous, en général, on pense qu'il y a deux types d'eau, je vais y revenir, deux types de glaces. Des glaces qui vont être formées relativement dans les zones plutôt internes du système solaire, et des glaces qui sont héritées du milieu interstellaire. On retrouve probablement, alors j'en sais rien, hein, j'ai pas d'échantillon, donc je peux pas vous l'affirmer, mais c'est probablement ce qu'on retrouve sur soit les satellites des planètes géantes qui pourraient venir de la ceinture de Kuiper de temps en temps, ou notamment Pluton par exemple, qui sont des planètes naines ici, ou des satellites, qui pourraient être dans les zones les plus froides du système solaire, et donc avoir des glaces ici, qui sont des glaces présolaires, et non pas des glaces solaires comme on peut avoir sur Terre par exemple. Alors ça nous amène aux comètes, évidemment. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait que des images des comètes, quelques observations à distance. Donc ici, vous avez quelques photos de la fameuse comète de Halley, puis d'autres ont des noms un peu plus sophistiqués, notamment celle-là, dont je ne prendrai pas le risque de prononcer le nom, mais qui est celle qui est plus connue récemment, parce que en fait, c'est celle sur laquelle on a posé ce petit robot qui, malheureusement, est tombé dans une crevasse et qu'on a perdu de vue. Donc on va l'appeler Tchouri, cette comète qui nous a appris énormément de choses, et qui est toujours en train de nous apprendre énormément de choses sur l'origine des éléments très volatiles sur Terre, parce que évidemment c'est essentiellement de la glace, mais pas seulement, il y a de la matière organique, il y a de la glace, de la matière organique, il y a des petites poussières, et il y a probablement tous ces grains présolaires dont j'ai parlé. Ça, malheureusement celle-là elle sera plus échantillonnée, mais dans le futur j'espère qu'il y en aura. Alors d'où viennent-elles? Elles viennent de beaucoup plus loin, on l'a vu tout à l'heure, hein, la ceinture de Kuiper, ou le nuage de Oort, encore plus loin. Des zones extrêmement froides du système solaire. Et donc il y a eu des analyses, ici ça date d'il y a 1-2 ans, des molécules organiques dans cette comète. C'est des observations in situ, des mesures dans la coma de la comète. Puis vous retrouvez les molécules dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on retrouvait à la fois dans la matière organique, mais à la fois dans les petites coques autour des grains présolaires, donc des molécules un petit peu plus évoluées que les briques de la vie, si vous voulez aller jusque-là. Alors maintenant je vais m'intéresser aux planètes telluriques, je fais un petit retour, et notamment sur leurs atmosphères. Je reste sur les éléments volatiles et sur les atmosphères. Alors les planètes telluriques, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ici vous avez la Terre, et ici vous avez un spectre de masse de Jupiter. Donc il y a eu une sonde qui s'appelait Galileo, qui a plongé dans Jupiter il y a quelques années, et qui a pu analyser la composition d'une planète géante. Puis ça, c'est ce qu'on sait de la Terre, c'est beaucoup plus simple, évidemment, on a les échantillons sous les pieds. Donc ici, vous avez essentiellement, donc c'est un nombre d'atomes mesuré par un spectromètre de masse qui était dans la sonde, mais globalement, ce que vous retrouvez, c'est vos fameux hydrogène et hélium de tout à l'heure, puis des molécules plutôt gazeuses, hein, du méthane, du néon, de l'argon, etc. Ça, c'est globalement la composition du système solaire, du Soleil dans son ensemble. Les planètes telluriques, évidemment, elles sont différentes, et elles sont différentes en sens qu'elles ont le calcium dont j'ai parlé tout à l'heure, elles ont l'aluminium, elles ont de l'oxygène qu'on retrouve dans toutes les molécules, dans tous les silicates, mais dans aussi les phases dont j'ai parlé tout à l'heure. Al2O3, vous avez de l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est l'élément le plus abondant sur Terre. Et vous avez de la silice, hein, du silicium, du magnésium. Donc tous ces éléments qui étaient des éléments plutôt réfractaires, c'est ceux qu'on va retrouver
sur les planètes telluriques, en particulier sur la Terre. Donc évidemment, la distance au Soleil, ça fait un filtre. Ici, les planètes géantes, hydrogène, hélium, des espèces très volatiles, et sur Terre, des espèces plutôt réfractaires. Et si on regarde d'un point de vue chimique les atmosphères de la Terre, de Vénus et de Mars, quelque chose que les gens n'appréhendent pas forcément, alors je pense que dans 100 ans, les gens vont l'appréhender plus. Ici, si vous comparez l'atmosphère de Vénus, c'est du CO2, un petit peu d'azote. L'atmosphère de Mars, c'est du CO2, un petit peu d'azote, un petit peu d'argon. La Terre, on dit toujours, bah non, c'est pas comme Mars et Vénus, c'est de l'azote et de l'oxygène. Alors l'oxygène, c'est facile, c'est l'apparition de la vie, bon, c'est très bien. Mais en fait, si on continue à remettre du CO2 encore pendant des millions d'années comme ça, au rythme où on y va à fond la caisse aujourd'hui, si on remettait toute la matière organique et les carbonates, que vous voyez ici à Étretat par exemple, tous ces carbonates contiennent du CO2. Donc en fait, le géologue, ce qu'il doit faire, c'est faire un budget, un vrai budget. Il doit, par la pensée, remettre tout ce CO2 qui est à la fois dans les pétroles, dans la matière organique, mais dans les carbonates. Et si je fais ce travail-là, c'est un calcul qui est assez simple à faire, en fait, l'atmosphère de la Terre, c'est du CO2 aussi. Donc si là, on est à 400 ppm de CO2, en attendant encore un petit peu, on pourrait arriver à 94%, qui est le calcul qui est vraiment le vrai calcul. Alors, la Terre, c'est une planète qui est appauvrie en éléments volatiles. Je ne vais pas rentrer dans le diagramme qui est très géochimique pour le coup. C'est un diagramme où il y a plein de points. Donc chaque point, c'est un élément chimique. En bleu, c'est des éléments qu'on appelle réfractaires. C'est le calcium, l'aluminium dont j'ai parlé. Ce sont des éléments qui condensent à haute température. Donc c'est le magnésium, le calcium, etc. En violet, c'est des éléments modérément volatiles ainsi qu'en vert. Et en jaune, c'est des éléments qu'on va appeler volatiles, mais c'est pas ceux qu'on croit, c'est pas de l'eau, c'est pas du gaz, c'est pas du CO2. C'est des éléments qui peuvent être le potassium, le rubidium, le soufre, par exemple, sont des éléments qu'on appelle modérément volatiles, parce que leur température de condensation, c'est 600 degrés. C'est-à-dire que vous prenez un gaz, à 600 degrés, vous allez condenser du soufre, du potassium, du plomb, par exemple. D'accord? Donc c'est pas des éléments intuitivement qui sont volatiles, mais pour nous, en tant que géochimistes, ils sont volatiles. Le trait horizontal, ce serait si la Terre ressemblait au Soleil, moins l'hydrogène et l'hélium, d'accord, qui sont des éléments gazeux. Donc si la Terre était comme une grosse chondrite, une grosse météorite, et qui elle-même ressemble au Soleil, on devrait être sur ce trait avec les pointillés. Or, on voit ce qu'on appelle un trend de volatilité. Ici, vous êtes sur une échelle qu'on appelle logarithmique, c'est-à-dire que ça c'est 1, ça c'est 1/10, ça c'est 1/100. Donc la Terre est appauvrie d'un facteur 100, à peu près, en toute une série d'éléments chimiques, tels que, je vous l'ai dit, le potassium, le rubidium, etc. Alors, tous ces points-là qui sont bizarroïdes, en fait, sont des éléments qu'on appelle sidérophiles, c'est des éléments qui aiment le fer, et donc qui aiment aller dans le noyau de la Terre. Donc en fait, tous ces éléments, ils sont dans le noyau de la Terre, d'accord? Donc il ne faut pas les regarder pour ce diagramme-là, ils sont dans le noyau de la Terre. Alors ce que montre ce diagramme, tout simple en fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il montre, c'est que la Terre n'est pas formé à partir de matériel qui ressemble au Soleil, mais formé à partir de matériel formé près du Soleil. Ça paraît intuitif, remarque, hein, parce que la Terre étant relativement près du Soleil, elle est formée à partir de matériel qui a échauffé à plus que 1000, 1200, 1400 Kelvin. La Terre n'a pas incorporé tous les éléments qu'elle aurait pu, parce que en fait tous les autres sont restés sous forme de gaz, tous les éléments qui n'étaient pas condensés, et donc ils ont été perdus par cette photoévaporation dont j'avais parlé, c'est-à-dire la disparition du gaz dans le système solaire. Donc la Terre, en fait, elle fractionne, elle fait un fractionnement chimique, elle sépare les éléments en fonction de leur température de condensation. Et nous, ensuite, on va récupérer tous ces éléments pour les mettre dans le manteau, dans le noyau, dans la croûte, etc., en fonction de leur affinité chimique. Donc si je reviens, et j'ai bientôt fini, quelques transparents, si je reviens sur l'origine des atmosphères, pour finir l'exposé, ici vous avez une jolie image de l'atmosphère qui est une toute petite couche de notre planète, mais qui contient évidemment pour nous toute une série d'éléments chimiques intéressants, l'eau, le carbone, l'azote, etc. dont j'ai parlé. On a deux origines possibles. Globalement, les travaux de recherche actuels portent sur ces deux thématiques de recherche. Une origine de l'atmosphère uniquement par le dégazage par les volcans. Ici vous aviez, pour ceux qui connaissent, une éruption sous-marine, c'est ce qu'on appelle un pylolava ici, c'est-à-dire que c'est la lave qui rentre en éruption, qui sort de la croûte
au fond des océans, dans l'eau de mer, et qui forment ce qu'on appelle des laves en coussin, des pilolavas en anglais. Et vous voyez en fait, tout ça c'est du gaz qui sort, des gaz en fait, le manteau, par des éruptions volcaniques. Donc ça, ce serait une origine des atmosphères par dégazage de notre planète. Et évidemment, vous avez un scénario qui serait extrême, l'autre extrême, qui serait que tout a été apporté par ce qu'on appelle dans notre jargon un vernis tardif, c'est-à-dire que tout a été amené après la formation de la Terre, par des impacts de météorites, des impacts de comètes, etc. Donc on est sur deux scénarios possibles. Alors j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais en fait les deux sont vrais. Les travaux actuels essayent de comprendre un petit peu la proportion de chacun des deux phénomènes. Alors on sait que la Terre se dégaze, je vous ai montré un exemple, il y a du gaz qui sort de la Terre. Donc on pense que la Terre s'est dégazée en deux étapes, qu'on a formé l'atmosphère en deux étapes. Une première étape qui est très très primitive, c'est il y a 4,5 milliards d'années, où la Terre avait tellement d'impact qu'elle était probablement partiellement fondue. C'est ce qu'on appelle un océan de magma. Donc la Terre, alors c'est très hypothétique, parce qu'évidemment on n'a aucune évidence de ça. Bon, l'énergie de tous ces impacts suggère que la Terre était au moins partiellement fondue, si ce n'est totalement fondue. Et évidemment, si vous avez un énorme boule de magma, c'est très facile de dégazer tous les gaz qui étaient présents dedans. Ensuite, cette phase-là s'est terminée, c'est ce qu'on appelle la phase de l'océan de magma. C'est, pour les spécialistes de la géologie, c'est la période de l'AD1, c'est il y a 4,4 milliards d'années. On a arrêté ce processus puisque le nombre d'impacts a chuté très vite. Donc on a refroidi la planète et on est maintenant sur ce qu'on appelle la tectonique des plaques. C'est une convection, c'est-à-dire la Terre se refroidit en ramenant du matériel chaud des profondeurs vers la surface, c'est ce qu'on appelle la convection. C'est une convection solide, c'est du manteau solide qui monte des profondeurs vers la surface. Et lorsque ça arrive près de ce qu'on appelle une dorsale océanique, qui est l'endroit où vous formez de la croûte océanique, donc des nouvelles laves, donc les pilolavas qui étaient dans le film juste avant. Ici, vous avez une zone dans laquelle vous pouvez avoir de la fusion. Sinon, vous n'auriez pas des laves. Donc, c'est une toute petite zone, c'est vraiment très petit, c'est quelques dizaines de kilomètres de profondeur. Vous avez de la fusion. Et là, vous pouvez avoir du gaz qui sort. Et évidemment, ce processus n'est pas très efficace, mais il dure depuis 4,4 milliards d'années. Donc il n'est pas efficace à un instant donné, mais il est très long. Donc en fait, vous pouvez avoir fabriqué l'atmosphère en deux étapes. Un dégazage très brutal au début de l'histoire de la Terre, et puis tout ce monde-là continue à se dégazer, mais à un rythme beaucoup plus sénatorial, beaucoup plus tranquille. Et on a des évidences d'un apport plus récent de matériel, et l'évidence c'est par exemple l'or. L'or est un élément qui est ce qu'on appelle sidérophile. Donc en théorie, on ne devrait pas avoir d'or à la surface de la Terre. L'or devrait être dans le noyau de la Terre. Alors je parle de l'or parce que tout le monde le connaît, mais il y a d'autres éléments comme le tungstène ou l'osmium ou des éléments comme ça, sont des éléments qui ne devraient pas être à la surface de la Terre. Or on en a, pas beaucoup, mais on en a. Et en fait on pense qu'il a été amené par un vernis tardif, c'est-à-dire que une fois que j'ai formé le noyau de la Terre et que j'ai pris tout l'or et tout l'osmium et l'iridium ou des éléments comme ça, j'ai amené des météorites régulièrement depuis 4,5 milliards d'années. J'ai amené des météorites qui ont re-amené de l'or à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le vernis tardif, où j'ai mis, en anglais c'est late veneer. C'est un vernis tardif qui a amené une série d'éléments chimiques, dont ces éléments comme l'or, le platine, etc., qui sont des éléments sidérophiles, mais bien évidemment qu'on pu amener une partie des éléments volatiles, comme le carbone, l'eau, l'azote, etc. Donc on a une origine qui est un petit peu duale. Alors les débats pendant des années, c'était est-ce que l'eau qu'on a sur Terre, dans nos océans, est d'origine cométaire ou pas. Alors évidemment c'était très sexy de dire que ça vient des comètes, parce que c'est des boules de glace, donc c'était évident. C'est pas si évident que ça, il y a des arguments, alors je vais pas vous embêter trop avec ce qu'on appelle des rapports isotopiques, mais c'est le plus simple d'entre eux, donc on devrait y arriver, c'est assez simple à comprendre. L'hydrogène a deux isotopes, le deutérium et l'hydrogène, et ce qu'on appelle un rapport isotopique, c'est simplement le rapport des deux, c'est le deutérium sur l'hydrogène. Et un des arguments pour nier l'origine cométaire des océans, c'est de regarder la composition de la Terre, qui est cette valeur-là, ce trait bleu là, comme ça. Les météorites dont j'ai parlé ici, c'est marqué astéroïdes, mais c'est la ceinture d'astéroïdes, donc c'est les chondrites dont j'ai parlé. Elles ont la même valeur, à peu près. Il y a du bruit, mais
Par contre, tout ce qui est cométaire, en violet ici, a des valeurs un petit peu supérieures et qui ne permettent pas d'expliquer une origine cométaire à 100% pour les océans. Donc en fait, il est probable que si j'ai eu un vernis tardif, c'était simplement des météorites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes. Pas besoin de faire venir des comètes. Alors par contre, les travaux de recherche actuels, et je vais en finir là c'est vraiment, vous voyez ici j'ai mis une référence exprès pour vous, c'est un de mes collègues de Nancy qui s'appelle Bernard Marty, qui vient de publier des articles en 2016-2017 sur cette fameuse comète Chury. Et lui ce qu'il fait, c'est qu'il en met, alors c'est un diagramme un peu compliqué, c'est le même rapport que tout à l'heure, D sur H, c'est pas très grave. Ce qu'il faut voir, c'est que ces courbes rouges sont des courbes de mélange, c'est-à-dire vous mélangez deux choses. Vous mélangez des chondrites carbonées ici, des météorites en rouge, avec cette comète Chury, donc vous voyez les incertitudes sont assez grandes, etc. Et ce que lui propose, c'est qu'il y a environ quelques pourcents de comètes qui ont été amenées dans l'atmosphère de la Terre. On n'est pas sur 100%, on est sur quelques pourcents de matériaux cométaires pour expliquer l'origine des éléments volatiles sur. Mais en conclusion, je vous fais un très rapide résumé. Les mêmes éléments chimiques que le premier transparent. Ici, c'était de l'uranium, c'est pas de l'or, mais c'était de l'uranium, de l'eau et de l'argon. Ces éléments ont été fabriqués pendant 10 milliards d'années de ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Donc dans les étoiles, alors par la fusion dans les géantes rouges, par les captures de neutrons dans les géantes rouges et dans les supernovas. Certaines molécules sont formées dans la condensation de ces étoiles. Donc je vous avais montré quelques fragments de graphite, du carbone, quelques silicates sont formés dans les enveloppes. Autour de ces enveloppes, on a une petite coque de glace qui va évoluer par des réactions avec des photons et des rayons cosmiques, donc dans le milieu interstellaire. Tout ce monde-là est échantillonné pour former le futur système solaire. Et dans le système solaire, vous avez des nouveaux minéraux qui sont formés par la condensation d'un gaz. Et en plus, vous mélangez ça avec du matériel qui est hérité de la formation du milieu interstellaire. Et donc évidemment, sur Terre, ce qui va se passer, c'est que vous allez encore ségréguer les éléments chimiques. Certains vont aller dans le noyau, comme j'ai parlé de l'or tout à l'heure. D'autres vont aller dans l'atmosphère, comme l'argon, l'hélium, le petit des gaz ou l'eau, par exemple. Et certains vont rester dans le manteau de la Terre. Ça va être notamment le cas des silicates, SiO2, etc. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop rapide pour la formation de tous les éléments chimiques. Puis j'en termine là. Merci.